Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce quart d'heure d'information. Hier marquait le deuxième jour de la visite officielle du président de la République Alassane Ouattara en Arabie Saoudite. Le chef de l'État a été reçu par le prince héritier Salman Ben Abdelaziz Al Saoud au palais royal de Riyad. Il a été question lors des discussions du renforcement des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Arabie Saoudite. Le président de la République a été salué par tous les membres de la famille royale, tous les membres du gouvernement, tous les hauts dignitaires du royaume, ainsi que par les responsables des familles alliées du royaume et les parlementaires. Un déjeuner a été offert en l'honneur du chef de l'État ivoirien par le prince héritier Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, et cela au nom du gardien des deux saintes mosquées, le roi d'Arabie Saoudite, Abdallah Ben Abdelaziz Al Saoud. Droits de l'homme, 365 jours, c'est le thème du 66e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle a été adoptée le 10 décembre 1948 par 58 États membres de l'Organisation des Nations Unies à Paris. À cette date de sa commémoration, le gouvernement ivoirien, par la voix du ministre de la Justice, a fait une déclaration. On l'écoute, ses propos ont été recueillis par Ben Touré et c'était un commentaire de Hamza Diaby. Tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droit. Voilà le premier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Déclaration adoptée à Paris le 10 décembre 1948 par 58 États membres de l'ONU. Ce 10 décembre 2014, jour anniversaire de cette adoption, c'est l'occasion pour chaque pays signataire de regarder dans le rétroviseur et dégrainer ses acquis. Pour la Côte d'Ivoire, ces acquis sont nombreux. De la réforme de la commission électorale indépendante au recrutement d'instituteurs non-voyants en passant par l'entrée des jeunes filles à la gendarmerie nationale, le pays est en phase avec la Déclaration universelle des droits de l'homme. Sur le plan national, la restructuration de la cellule d'enquête et d'instruction en vue de la poursuite des enquêtes et des procédures judiciaires sur les crimes de la crise post-électorale. Le renforcement du cadre juridique et sectoriel en matière de protection des droits de l'enfant, la promotion de la participation des femmes au processus de prise de décision et de la prévention de toute forme de violence et de discrimination à leur endroit. Malgré tout ce qui a été déjà fait, des actions en faveur de la paix et de la préservation de la dignité humaine seront toujours menées. Le gouvernement ivoirien voudrait réaffirmer son engagement à bâtir un État de droit fondé sur les principes démocratiques et la protection des droits de l'homme tels qu'ils sont énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, les pactes internationaux et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Outre ces avancées, notons celles relatives à la promotion et à la protection des défenseurs des droits de l'homme. Un point salué par les organisations œuvrant dans ce domaine. Pour mémoire, l'on doit la Déclaration universelle des droits de l'homme au juriste français René Samuel Cassin, né en octobre 1987 et mort en 1976 à Paris. La Banque mondiale vient d'octroyer 70 millions de dollars américains, soit plus de 35 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Ce montant va servir à soutenir la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et plus particulièrement à renforcer le système sanitaire. Jean-Luc Bambo, Jean-Jacques Kwame. C'est un autre coup de fouet à la coopération entre le gouvernement et le groupe de la Banque mondiale. L'institution de Bretton Woods vient en effet de renouveler son appui au renforcement de la gouvernance et de la transparence dans le secteur productif de l'économie à travers la signature du deuxième crédit d'appui à la stratégie de réduction de la pauvreté portant sur un montant de plus de 35 milliards de francs CFA. Cette opération d'appui budgétaire vient en soutien au programme de développement durable en Côte d'Ivoire. Les ressources au titre de cette opération serviront à renforcer les réformes dans les secteurs clés de l'économie, notamment l'amélioration de la gestion des finances publiques, la restructuration de la filière agricole, l'assainissement du secteur de l'énergie et l'environnement légal des affaires, ainsi que la création d'emplois et l'accès des populations les plus pauvres aux services sociaux de base. L'objectif principal est de réduire l'extrême pauvreté et de créer les conditions d'une prospérité durable et partagée. Le gouvernement prendra toutes les dispositions utiles pour une utilisation optimale de ces ressources. Mieux, le gouvernement ne ménagera aucun effort
pour assurer le suivi dans l'exécution des mesures qui ont abouti donc au décaissement de ce jour à travers une concertation participative avec les ministères et structures concernées. Tout en saluant la bonne tenue des relations entre l'État de Côte d'Ivoire et le groupe de la Banque mondiale, la ministre chargée de l'économie, Kabaniale, a lancé un appel aux autres bailleurs de fonds afin que leurs appuis soient accentués en vue de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Plus de rackets en Côte d'Ivoire, l'unité de lutte contre le racket a lancé hier une caravane de sensibilisation dénommée Zéro Racket Focus 2015. Elle vise à expliquer aux policiers et aux gendarmes les nouveaux enjeux de la lutte contre le racket. À terme, l'UCLR entend parvenir à 0 cas de racket sur les routes ivoiriennes en 2015. La caravane va prendre fin le 19 décembre prochain. Mahamadou Traoré, Frédéric Oulaï et Adama Kone pour le compte-rendu. Rassemblement des agents de police du district de Cocody ce lundi matin sur l'esplanade du commissariat de police du 8e arrondissement. Face à eux, le commandant de l'unité de lutte contre le racket. Il vient expliquer les nouveaux enjeux de la lutte contre le racket. Ce, afin de faire des policiers des acteurs majeurs de la performance de l'économie ivoirienne. Le commandant Alain Oura leur explique l'impact négatif du racket sur le classement Doing Business dans son volet facilitation du commerce transfrontalier et sur le programme Millennium Challenge Corporation qui contrôle le niveau de corruption dans les pays. Afin de mettre fin à cette pratique sur les routes ivoiriennes, le commandant de l'unité invite les policiers au respect de l'éthique et de la déontologie. Prévue s'achever le 30 mai 2015, cette campagne de sensibilisation concerne les villes d'Abidjan, Bouaké, San Pedro et Daloa. Objectif pour l'unité, sensibiliser 100% des agents de police, gendarmerie, douane, eaux et forêts ainsi que l'armée. Selon la Banque mondiale, la Côte d'Ivoire perdait 350 milliards de francs CFA par an du fait du racket, montant en baisse de 14% depuis la prise de certaines mesures par le gouvernement, dont l'installation d'une unité de lutte contre le racket. L'agence de notation financière Bloomfield Investment vient d'attribuer un A et un A- au port autonome d'Abidjan, respectivement dans les catégories de valeur long terme et court terme. Le PAA présente donc des perspectives financières positives et stables, susceptibles de séduire d'éventuels investisseurs sur les marchés à capitaux. Ces notes en nette progression viennent renforcer la pratique de la bonne gouvernance à laquelle adhère la direction de l'institution. Ali Diarasouba. Les indicateurs de la gestion financière du port autonome d'Abidjan sont au vert. L'institution vient d'obtenir un A dans la catégorie des valeurs long terme et un A1- dans la catégorie court terme. Note attribuée par l'agence de notation financière Bloomfield Investment qui renforce ainsi la crédibilité du port autonome d'Abidjan. Cette performance est le résultat d'une amélioration considérable de la rentabilité opérationnelle et un maintien du bon niveau du résultat net. Nous irons vers des institutions financières, des établissements financiers. Aussi faut-il que nous présentons la meilleure image possible, que nos fondamentaux soient irréprochables. Et il s'agit justement, à travers des efforts qui sont faits en termes de gestion, de faire en sorte que la dotation reflète un peu notre état réel. Pour atteindre son objectif, le port autonome d'Abidjan compte sur un plan de renforcement et de développement de ses infrastructures d'un montant global de 800 milliards de francs CFA, dont les 60% sont déjà acquis. L'enjeu est d'accroître la compétitivité du port dans la sous-région et devenir ainsi le troisième hub port sur la façade atlantique après ceux de Tanger et de Durban. Une vision managériale approuvée par le ministre des Transports, Gaoussou Touré. C'est très important qu'on puisse faire aujourd'hui la notation financière qui permet, lorsqu'on a une bonne note, de démontrer au monde entier que l'entreprise bénéficie d'une bonne gouvernance. Et la gouvernance aujourd'hui est un élément clé de la politique générale gouvernementale. L'agence de notation a également relevé des facteurs qui pourraient être préjudiciables aux objectifs du port autonome d'Abidjan, notamment le lien étroit entre le développement de ses activités et l'environnement sécuritaire encore fragile.
Le passage au numérique en Côte d'Ivoire, c'est pour le 17 juin 2015. Le ministre de la Poste, des Technologies de l'Information et de la Communication, Bruno Nabagné-Koné, en a donné l'assurance. C'était au cours de l'ouverture du 5e forum sur la normalisation tenu hier à la maison de l'entreprise au Plateau. Issa Yeo, Hermaniamien. Harmoniser les points de vue sur la régulation de la télévision numérique terrestre. Objectif principal de la 5e édition du forum sur la normalisation qui se tient à la maison de l'entreprise au Plateau. Il a pour thème télévision numérique, défis et enjeux de la régulation en environnement convergent. Il s'agit au cours de ce forum d'informer et de sensibiliser les populations, les entreprises et médias sur la stratégie de la migration vers la télévision numérique terrestre TNT. La télévision numérique terrestre, connue aussi sous le sigle TNT, est une évolution technologique qui permet d'optimiser l'usage de la ressource spectrale par un accroissement du nombre de chaînes de télévision par bande de fréquence, d'obtenir une meilleure qualité d'image et de son et de réduire les coûts de transmission et les coûts de la diffusion des programmes télévisuels. Le président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle AK, Ibrahim Sissavané, plaide pour que les échanges entre les différentes entités du domaine soient fréquents. La conférence de presse animée en marge de la cérémonie officielle par le ministre de la Poste, des Technologies de l'Information et de la Communication a été l'occasion pour lui de rassurer la population. La Côte d'Ivoire respectera le délai du basculement au numérique prévu pour le 17 juin 2015 et relèvera également le défi de la libéralisation. Nous avons certes pris du retard, mais nous sommes encore en mesure de rattraper ce retard-là pour faire en sorte que le 17 juin 2015, il y ait un signal numérique, au moins sur une partie de la Côte d'Ivoire. Cette migration qui va se faire probablement en enlevant à RTI une partie de son patrimoine et une partie de son activité, nous allons faire en sorte que cela n'ait pas d'impact négatif sur l'activité de la RTI. Le passage de l'analogique au numérique va coûter à l'État ivoirien 25 milliards de francs CFA. Et pour réussir cette migration, l'une des mesures prises par l'État est l'interdiction de l'importation des postes téléviseurs analogiques. L'anémie est une maladie caractérisée par un manque de globules rouges dans le sang et les cas d'anémie sont légion en Côte d'Ivoire. Pour venir à bout de cette pathologie, il est nécessaire de transfuser du sang aux patients. Seulement, cette substance manque terriblement au Centre national de transfusion sanguine. Et pour connaître les causes de cette pénurie dans notre banque de sang, nos reporters ont investi pour vous le terrain. Regardez. Matière non fabricable. Le sang est une substance précieuse et vitale. En vue d'une meilleure organisation de sa collecte et de sa vente, 25 structures d'antennes de transfusion sont réparties sur l'ensemble du territoire. Mais constat, ces structures font face à une pénurie. Ça me fait 4 jours que je cherche du sang, je n'en gagne pas. Et vous voyez, vous faites le rang à 4 h du matin, jusqu'au soir, on ne vous donne rien. Si tout le monde se motivait pour faire un don de sang, ça ne pouvait pas arriver comme ça. En fait, ce n'est pas tout à fait normal parce que, en fait, pour donner du sang, c'est pour sauver une vie. Le sang manque dans les structures de transfusion, selon le directeur du Centre national de transfusion sanguine. Les donneurs se font de plus en plus rares. La pénurie n'est pas sur toute l'année. Vous avez des périodes, surtout la période des vacances. À près de 60%, ce sont les élèves étudiants qui sont nos donneurs de sang, près de 60%. Donc vous voyez qu'en période de vacances, il y a des difficultés. Quand il pleut pour nous, ce n'est pas bon pour un centre de transfusion parce que le donneur ne viendra pas. Quand il y a trop de jours fériés, ce n'est pas bon pour un centre de transfusion parce que le jour férié, le donneur ne vient pas, mais le malade il vient chercher le sang. Pour sauver des vies, un appel est lancé aux donneurs potentiels. Et je tiens à dire à la population que le ministère de la Santé seul ne pourra pas faire l'autosuffisance en Côte d'Ivoire, ni le directeur du centre de transfusion, mais c'est ensemble, c'est toute la population, les habitants de ce pays, ivoiriens, non ivoiriens, chacun peut donner du sang. La Côte d'Ivoire dispose de 3 centres de transfusion sanguine, 17 antennes de transfusion et 5 sites de prélèvement. Ce sont 140 000 prélèvements qui sont enregistrés par an. Les structures d'antennes de transfusion sanguine affichent un objectif, atteindre le chiffre de 200 000 prélèvements annuels afin de prendre leur indépendance et être capable de satisfaire la forte demande en sang. Le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable veut mettre en œuvre
une stratégie et un plan d'action nationaux pour la diversité biologique. Il a organisé hier 8 décembre avec le programme des Nations Unies pour l'environnement un atelier national de formation sur l'évaluation des biens et services fournis par les écosystèmes. Cet atelier a pour objectif de contribuer efficacement à relever les défis de la sauvegarde de la biodiversité. Grâce Kondo, Estelle Brou. Préserver l'environnement, notamment les services d'origine écosystémique. 60% de ces services sont en état de dégradation selon une étude menée par des experts. Une situation qui entrave la lutte contre la pauvreté et la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. Alors, pour remédier à la situation, un atelier national de formation sur l'évaluation des biens et services fournis par les écosystèmes est organisé. L'initiative est du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable en partenariat avec le programme des Nations Unies pour l'environnement. Le développement de l'expertise et la pratique de l'évaluation des services écologiques est une condition nécessaire à l'évaluation de la décision publique. Il s'agit d'un atelier qui essaie de voir quelle est la contribution des ressources naturelles, des services écosystémiques dans le programme national de développement. On va essayer de développer des outils et méthodologies qui permettent aux participants à l'atelier de connaître la contribution des forêts, des ressources halieutiques dans le produit national brut. Cette rencontre va permettre d'avoir des éléments de base sur les méthodes d'identification et d'évaluation des services écosystémiques. Vous savez qu'il y a beaucoup d'espèces qui sont en voie de disparition et cela est très dangereux pour l'équilibre de l'environnement. Donc cette formation va nous aider dans notre activité à préserver la biodiversité. L'atelier dure 3 jours et sera meublé par plusieurs communications et débats. Au plan international, nouveau massacre en République démocratique du Congo. 13 personnes sont mortes dans la nuit de dimanche à lundi à quelques 30 km de Beni, au nord Kivu. Déjà dans la nuit de samedi à dimanche, 37 autres personnes avaient été tuées à l'arme blanche non loin d'Oicha, toujours près de Beni. Et ces massacres sont attribués aux rebelles ougandais du ADF Nalu. Plus de 200 personnes au total sont mortes depuis le mois d'octobre. Le Sénat américain doit rendre public aujourd'hui son rapport sur la torture dans les prisons secrètes de la CIA pendant les guerres en Irak et en Afghanistan. L'audit dévoile les pratiques de l'agence américaine de renseignement entre 2002 et 2009. En France, le projet de loi visant à réformer le système d'asile est en débat à l'Assemblée nationale à partir d'aujourd'hui. Pendant 3 jours, les députés français vont se pencher sur ce texte. Et c'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.rti.ci. Très bon début de journée à tous et à toutes.